Le village de Niam Krom n'était pas une agglomération ordinaire. Situé à la lisière d'une forêt dense et de plaines dorées, il ressemblait à une vision du futur greffée sur les racines du passé. Ici, point de cases délabrées. Les rues étaient pavées de pierres volcaniques sombres, bordées de lampadaires solaires au design épuré qui s'allumaient d'un bleu doux dès que le crépuscule tombait. Les villas, aux toits plats et aux larges baies vitrées, appartenaient à des fils du pays revenus de la ville, des architectes comme Kwam qui avaient voulu prouver que le luxe pouvait respirer l'air de la brousse. Pourtant, au centre de ce modernisme insolent, se dressait une anomalie, la demeure de Kofi Mensa. C'était une bâtisse coloniale de 2 étages, dont la peinture ocre s'écaillait comme une peau de serpent. Ses volets en bois de teck restaient clos, même lors des midis les plus étouffants. Le jardin, autrefois magnifique, était désormais une jungle de fougères et de bougainvilliers sauvages qui semblaient vouloir engloutir la maison. Kofi Mensa était l'âme blessée du village. On disait de lui qu'il avait perdu la vue lors d'une éclipse maudite il y a des décennies, et que la solitude avait fini par ronger ses muscles. Chaque après-midi, il se faisait guider jusqu'à son fauteuil à bascule, installé sous un manguier centenaire dont les racines soulevaient le pavé moderne de la rue. Il portait toujours un cante sombre, jeté négligemment sur ses épaules frêles. Ses yeux, recouverts d'un voile laiteux, semblaient fixer un point invisible au-delà de l'horizon. Sa canne en bois d'ébène, sculptée d'une tête de léopard, ne le quittait jamais. « Grand-père Mensa, vous avez besoin de quelque chose ?» demandaient les passants avec une déférence presque religieuse. « De la lumière dans mon âme, mon enfant, seulement de la lumière », répondait-il d'une voix chevrotante, si faible qu'on craignait que le vent ne l'emporte. À Niam Krom, le respect des aînés était le ciment qui tenait les briques des nouvelles villas. Pour les habitants, Mensa était un monument historique vivant, une relique de sagesse qu'il fallait protéger du tumulte du monde moderne. À la tombée du jour, alors que les grillons commençaient leur symphonie électrique, le rituel débutait. C'était une coutume tacite. Aucune famille ne laissait le vieil homme passer une nuit le ventre vide. Dans la cuisine ultramoderne de Kwame et Essi, les effluves de gingembre et de poisson fumé saturaient l'air. Essi, une femme à la prestance naturelle, disposait avec soin des bols de céramique sur un plateau d'argent. « Amaya, ma chérie », appelait-elle. « Le repas de grand-père Mensa est prêt. Fais attention, le bol de soupe est brûlant. » Amaya, 11 ans, apparut dans le salon. Elle était la fierté de ses parents. Une peau d'ébène parfaite, de grands yeux curieux et 2 nattes impeccablement tressées qui rebondissaient sur ses épaules. Elle aimait rendre service, car dans son esprit d'enfant, aider Mensa était un acte de bravoure. « Je pars, maman », lança-t-elle en saisissant le plateau. Elle traversa la rue principale, ses sandales claquant sur la pierre lisse. Elle croisa d'autres enfants du quartier, la petite Sena et la jeune Afi, qui revenaient elles aussi de chez le vieux, leur plateau vide à la main. Elles se saluèrent d'un signe de tête rapide, mais Amaya remarqua, sans s'y attarder, que Sena semblait pressée, presque en fuite, les yeux baissés vers ses pieds. Arrivée devant la grille grinçante de la demeure Mensa, Amaya sentit, comme à chaque fois, un léger frisson. L'air ici semblait plus froid de quelques degrés. Elle s'avança dans l'allée sombre, là où la lumière des lampadaires solaires ne parvenait pas à percer le feuillage épais. Elle monta les marches de la véranda. La porte était entrebâillée, comme elle l'était toujours pour les petits anges de la charité. « Grand-père, c'est Amaya. Je vous apporte votre jollof et votre poisson frit. » Le silence de la maison était épais, chargé de l'odeur de la poussière et d'un parfum de lavande rance. Une voix, plus ferme que celle qu'il utilisait à l'extérieur, s'éleva du fond du couloir. « Entre, petite Amaya. Pose le plateau sur la table basse. Plus près, je ne sens pas encore l'odeur de la nourriture. » Amaya s'exécuta. La pièce était plongée dans une pénombre presque totale. Seule une bougie, placée sur une haute commode, projetait des ombres dansantes sur les murs couverts de vieilles photographies en noir et blanc. Le vieil homme était assis dans son fauteuil intérieur. Sa canne était posée contre ses genoux. « Viens plus près, ma fille », murmura-t-il. « Mes oreilles vieillissent aussi. Dis-moi, comment va ton père? Est-ce que sa nouvelle villa est aussi haute que l'orgueil des hommes ?» Amaya sourit poliment. Elle trouvait le vieil homme étrange, mais elle avait appris qu'on ne contredisait pas un sage. Elle fit un pas de plus vers lui. C'est à ce moment qu'elle remarqua quelque chose de singulier. Bien que Mensa soit censé être aveugle, sa main se tendit avec une précision chirurgicale vers le bord du plateau, saisissant un morceau de pain avant même qu'Amaya ne l'ait déposé. « Vous avez de bons réflexes pour quelqu'un qui ne voit pas, grand-père », dit-elle innocemment. Le vieil homme se figea. Ses yeux laiteux semblèrent s'animer d'une lueur sombre sous la lumière de la bougie. Un sourire lent, trop large pour son visage émacié, étira ses lèvres. « Ce sont mes mains qui voient pour moi, Amaya. Elles sentent la chaleur de la vie.
Elles sentent ta présence. Reste encore un peu. La nuit est longue pour un vieil homme seul. Il posa sa main, froide et sèche comme du parchemin, sur le poignet de la petite fille. Amaya voulut reculer, mais la prise était étonnamment ferme. Trop ferme pour un homme que l'on disait incapable de soulever un seau d'eau. « Grand-père, je dois rentrer. Maman m'attend pour les devoirs, » balbutia-t-elle, son cœur commençant à battre contre ses côtes comme un oiseau prisonnier. « Tes devoirs peuvent attendre. La sagesse ne s'apprend pas dans les livres, mais dans l'ombre. » À cet instant précis, un nuage passa devant la lune, et la chambre parut s'assombrir encore. Amaya ne vit pas le mouvement, mais elle sentit le souffle fétide de l'homme se rapprocher de son oreille. Le masque de la fragilité venait de se fendre, révélant, pour la première fois, le prédateur tapi derrière les yeux blancs. Le piège de Niam Krom venait de se refermer sur son innocente messagère. Les semaines qui suivirent le soir de la pluie tropicale changèrent le visage d'Amaya. Dans la villa moderne de Kwame Essi, l'atmosphère autrefois vibrante de rire et de musique Higlife s'était muée en un calme pesant. Amaya, d'ordinaire une enfant qui aimait courir pieds nus sur le gazon tondu avec une précision géométrique, restait désormais prostrée sur le canapé en cuir du salon, les yeux fixés sur l'écran de sa tablette, sans jamais l'allumer. Essi, observant sa fille depuis l'îlot central de sa cuisine en marbre, sentait un froid lui glacer le sang. Une mère possède un radar invisible pour la douleur de sa progéniture. « Amaya, mon cœur, tu n'as pas touché à tes beignets de banane » lança-t-elle avec une douceur feinte. L'enfant sursauta violemment, manquant de faire tomber l'appareil. « Je n'ai pas faim, maman. Je me sens juste, fatiguée. » Mais ce n'était pas de la fatigue. C'était une érosion. L'éclat de ses yeux s'était terni, comme une perle plongée dans de la boue. Le matin, elle simulait des maux de ventre pour ne pas aller à l'école. Le soir, elle se barricadait dans sa chambre dès que le soleil commençait sa descente vers l'horizon. Le moment le plus redouté de la journée arrivait toujours à 18 heures. C'était l'heure où les ombres s'allongeaient sur les pavés de Niam Krom, l'heure où la voix d'Essi retentissait comme un coup près. « Amaya, c'est l'heure d'apporter le repas de grand-père Mensa. » À ces mots, le corps de la petite fille se rigidifiait. Ses mains devenaient moites. « Est-ce que Afi ne peut pas y aller à ma place ? Ou le jardinier ?» demandait-elle d'une voix étranglée. « Ne sois pas impoli, Amaya, » répondait Kwame, sans lever les yeux de ses plans d'architecte. « Ce vieil homme n'a que nous. C'est un honneur de servir les anciens. C'est ce qui fait de nous des gens de bien, malgré toutes ces maisons modernes. » Contrainte par la tradition et l'autorité paternelle, Amaya marchait vers son calvaire. Chaque pas vers la demeure ocre de Mensa lui semblait être une descente aux enfers. Elle n'était plus la petite fille curieuse. Elle était une proie retournant volontairement dans la tanière du loup. Dans la maison de Mensa, l'air était devenu irrespirable pour Amaya. L'odeur de lavandrance et de renfermé se mélangeait désormais à une odeur de peur. Le vieil homme ne l'attendait plus dans son fauteuil de jardin. Il l'attendait dans la pénombre du grand salon, là où les fenêtres étaient condamnées par de lourds rideaux de velours. « Approche, mon petit ange », murmurait-il. Sa voix n'était plus celle d'un vieillard mourant. C'était un sifflement caressant, terrifiant de vigueur. « Tu sais, tes mains sont aussi douces que celles de ta mère au même âge. » Amaya restait immobile, pétrifiée par le dégoût. Elle regardait ses yeux blancs, ce voile laiteux qui, elle le savait maintenant, était un mensonge. Elle avait remarqué comment il évitait les meubles sans jamais tâtonner, comment il attrapait son poignet avec la force d'un étau dès qu'elle tentait de s'éloigner. Le grand-père de la communauté profitait de cette obscurité qu'il feignait de subir pour commettre l'innommable. Il utilisait sa prétendue faiblesse comme une arme. Qui croirait une enfant contre un vieillard aveugle et vénéré? Il lui disait que si elle parlait, le village rirait d'elle, que ses parents auraient honte, et que l'esprit des ancêtres la punirait pour avoir menti sur un aîné. Le traumatisme s'inscrivait dans la chair d'Amaya, centimètre par centimètre, chaque soir un peu plus. Le point de rupture survint un mardi. Un après-midi de chaleur moite où l'air semblait chargé d'électricité avant l'orage. Essi triait le linge dans la buanderie quand elle trouva la robe d'école d'Amaya, celle qu'elle portait la veille. Au niveau de l'ourlet et du col, le tissu était déchiré, et de petites taches sombres, presque invisibles, maculaient la fibre. Essi sentit son cœur rater un battement. Elle monta 4 à 4 les marches vers la chambre de sa fille. Amaya était assise par terre, essayant maladroitement de recoudre un autre vêtement avec une aiguille qui tremblait entre ses doigts. « Amaya, regarde-moi. » Le ton d'Essi n'admettait aucune réplique. Amaya leva les yeux, et ce que sa mère y vit ne fut pas de la culpabilité, mais une détresse si profonde qu'elle en devint physique. « Qu'est-ce qui s'est passé avec ta robe? Et pourquoi as-tu ces marques rouges sur tes bras, comme des empreintes de doigts ?» Amaya baissa la tête, ses nattes cachant son visage.
Je suis tombée dans les buissons chez grand-père Mensa. Menteuse, murmura Essie, la voix brisée par une intuition soudaine. Regarde-moi et dis-moi la vérité. Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Le silence qui suivit fut le plus long de la vie d'Essie. On entendait au loin le ronronnement d'une voiture de luxe circulant dans les rues pavées de Niam Krom, contraste ironique avec le drame qui se jouait dans cette chambre climatisée. Soudain, le barrage céda. Amaya s'effondra contre les jambes de sa mère, ses pleurs n'étant pas des cris, mais des gémissements étouffés, comme ceux d'un animal blessé. Il voit, maman. Il voit tout. Essie fronça les sourcils, ne comprenant pas encore. Qui voit? De quoi parles-tu? Le vieux Mensa. Il n'est pas aveugle. Il nous regarde, il nous touche, il dit que si je le dis, tu ne m'aimeras plus, il fait des choses horribles quand la porte est fermée. Chaque mot d'Amaya était comme un coup de poignard dans le ventre d'Essie. L'horreur de la situation se dessinait avec une clarté insoutenable. Ce vieillard qu'il nourrissait, qu'il protégeait, qu'il respectait comme un saint, était un monstre qui dévorait leurs enfants dans l'ombre de sa demeure coloniale. Essie se redressa, son visage transformé. La douceur de la mère avait disparu, remplacée par la fureur d'une lionne. Elle ne pleurait pas. Sa colère était trop incandescente pour les larmes. Reste ici, Amaya. Ne bouge pas. Elle descendit l'escalier, ses pas résonnant comme des coups de tonnerre sur le parquet de bois précieux. Kwam l'attendait dans le salon, une expression de confusion sur le visage devant l'agitation de sa femme. Essie, qu'est-ce qui se passe? Elle s'arrêta devant lui, ses yeux brûlants d'une flamme noire. Ton grand-père Mensa, l'homme que tu nous forces à servir chaque soir. Il a volé l'enfance de notre fille. Le silence tomba sur la villa de Niam Krom, un silence lourd, annonciateur d'une tempête que même les constructions les plus modernes ne pourraient pas contenir. Dans le salon de la villa des Mensa, qui partageait ironiquement le même nom de clan que le vieillard sans lui être apparenté, le silence qui suivit l'aveu d'Essie fut plus terrifiant que n'importe quel cri. Kwam, d'ordinaire si calme, si fier de sa maîtrise de soi apprise dans les grandes écoles d'architecture, resta immobile. Ses mains, qui dessinaient des structures complexes de verre et d'acier, se serrèrent sur le rebord de sa table de travail jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. « Répète ce que tu viens de dire, Essie, » murmura-t-il, sa voix vibrant d'une octave plus basse. Essie ne répéta pas. Elle n'en avait pas besoin. Les larmes qui coulaient maintenant librement sur ses joues, mêlées à la terreur pure qu'elle venait de lire dans les yeux d'Amaya, étaient les seules preuves dont il avait besoin. La modernité de Niam Krom, avec sa fibre optique et ses voitures électriques, s'effaça instantanément. Ce qui restait, c'était l'instinct ancestral d'un père dont le foyer venait d'être profané. Kwam ne prit pas son téléphone pour appeler la police. Il ne chercha pas de médiateur. Il se dirigea vers l'entrée, saisissant au passage une lourde lampe de bureau en bronze, un objet d'art qui allait devenir une arme. « Reste avec elle », ordonna-t-il à Essie sans se retourner. Il sortit dans la rue. Le ciel de Niam Krom était d'un bleu d'encre, strié par les premières lueurs des lampadaires solaires. Le village était paisible, presque trop. On entendait le tintement lointain des couverts dans les maisons voisines. Kwam marchait, son ombre s'allongeant démesurément sur les pavés. Arrivé devant la grille de Kofi Mensa, il ne l'ouvrit pas doucement. Il la projeta contre le mur de briques avec une violence qui fit aboyer les chiens du quartier. Il traversa le jardin sauvage, piétinant les fleurs que le vieil homme prétendait ne plus pouvoir voir. Sur la véranda, le fauteuil à bascule était vide, oscillant encore légèrement sous l'effet de la brise. Kwam entra. L'odeur de la maison, ce mélange de poussière et de trahison, l'agressa immédiatement. Il trouva le vieil homme dans sa chambre, au premier étage. Mensa était assis sur le bord de son lit, tenant une petite poupée de chiffon qu'Amaya avait dû oublier lors d'une de ses visites forcées. À la lueur d'une lampe à huile, le vieillard ne ressemblait pas à un infirme. Ses épaules étaient droites, sa tête haute. Entendant le fracas de la porte, le vieil homme ne tâtonna pas. Il ne demanda pas « Qui est là ?» d'une voix tremblante. Il tourna la tête avec la vivacité d'un rapace, ses yeux censés être éteints, se fixant directement sur le visage écarlate de Kwam. « Tu es en retard avec le dîner, Kwam, » dit Mensa, sa voix dépourvue de toute faiblesse. « Mais j'imagine que ce n'est pas pour me nourrir que tu entres ainsi chez moi. » L'arrogance du vieil homme fut l'étincelle finale. Kwam hurla, un cri qui sembla déchirer les fondations mêmes de la maison. Il se jeta sur lui. Le vieil homme, loin d'être l'être frêle que tout le monde plaignait, se défendit avec une agilité démoniaque. Il utilisa sa canne d'ébène comme une matraque, parant les coups de Kwam. « Tu ne peux rien prouver », cracha Mensa alors qu'il luttait au sol. « Je suis le doyen. Ma parole contre celle d'une gamine qui rêve trop. »
Mais le bruit de la lutte avait alerté le voisinage. Essie n'était pas restée enfermée. Elle était sortie en hurlant la vérité aux voisins. Séna, la petite voisine qu'Amaya avait croisée fuyant la demeure quelques semaines plus tôt, avait fini par craquer elle aussi en entendant les cris. Sa mère, puis son père, puis des dizaines d'habitants de Niamcrom affluèrent vers la vieille bâtisse-ocre. La foule en colère envahit la maison. Des hommes en costume de bureau et des femmes en pagne de luxe se retrouvèrent unis par une rage primitive. Ils virent Kwam et Mensa lutter. Ils virent surtout la chambre, les petits objets appartenant aux enfants du village, des rubans, des stylos, des jouets, cachés sous le matelas du pauvre aveugle. Il voit. Il nous a menti pendant des années. Cria quelqu'un. La foule s'empara du vieillard. On ne le ménagea pas. Les couplures, non pas de la part de criminels, mais de parents dont la confiance avait été piétinée. On le traîna dans les escaliers, sa tête cognant contre chaque marche, jusqu'à ce qu'il soit jeté sur le pavé froid de la rue principale, sous la lumière crue des lampadaires modernes. Le vieil homme, le visage ensanglanté, ses vêtements de cante déchirés, ne jouait plus la comédie. Il ne gémissait plus. Il regardait la foule avec un mépris froid, ses yeux désormais clairs et vifs révélant la pleine mesure de sa supercherie. « Emmenez-le au conseil !» hurla la foule. Le cortège se mit en marche. Niamcrom, ce village qui se voulait le modèle de l'Afrique émergente, ressemblait ce soir-là à un tribunal à ciel ouvert. On ne l'emmenait pas vers la gendarmerie, pas encore. On l'emmenait vers la place du Grand Baobab, là où le chef du village et les anciens rendaient encore la justice coutumière pour les affaires qui touchaient à l'âme même de la communauté. Des voitures de luxe suivaient le cortège au pas, leurs phares illuminant la silhouette pitoyable du vieillard traîné par les bras. Les enfants, restés sur les balcons des villas, regardaient passer l'ombre qui les avait terrifiés, désormais terrassés par la lumière de la vérité. Alors que le cortège approchait de la place du Conseil, 3 grosses voitures noires, des SUV rutilant aux vitres teintées, déboulèrent de la route principale et barrèrent le chemin. C'était la famille élargie de Mensa. Des cousins influents, des neveux haut placés dans l'administration à Accra, des hommes dont les noms pesaient lourd dans l'économie du pays. Ils étaient descendus en urgence, prévenus par un informateur. Un homme d'un certain âge, vêtu d'un costume sur mesure d'une valeur inestimable, descendit du premier véhicule. C'était Lamine, le neveu aîné de Mensa. Il regarda son oncle gisant au sol, puis la foule menaçante. « Arrêtez !» cria Lamine. « Ne faites pas justice vous-même. Nous savons ce qu'il a fait, l'opprobre est sur notre nom. Mais ne le tuez pas. Ne salissez pas ce village avec son sang. » Kwam s'avança, la respiration courte, son t-shirt de marque déchiré. Il a détruit nos filles, Lamine. Ta fortune et ton influence ne peuvent pas racheter ça. Lamine baissa la tête, mais ses yeux cherchèrent déjà ceux du chef du village qui s'avançait. La négociation, ce jeu subtil entre la loi, la tradition et l'argent, allait commencer. Mais pour Amaya, cachée dans les bras de sa mère à l'écart, le monstre était enfin démasqué, et le village de Niamcrom ne serait plus jamais le même. La place centrale de Niamcrom, habituellement déserte à cette heure, était baignée d'une lumière spectrale. D'un côté, les projecteurs LED du centre communautaire moderne découpaient des silhouettes nettes. De l'autre, les torchers de bambou traditionnels allumés pour le conseil projetaient des ombres dansantes sur le tronc massif du baobab centenaire. Le chef au teint fluo, un homme d'une 60aine d'années dont le visage était une carte de rides et de sagesse, était assis sur son trône sculpté. Autour de lui, les anciens du village, drapés dans des toges de cérémonie, gardaient un silence de pierre. Au centre du cercle de sable, Kofi Mensa gisait, brisé, la poussière du chemin collée au sang de ses blessures. La foule s'était massée derrière les barrières, un murmure de colère grondant comme une mer agitée. Les parents des victimes, Kwam et Essie en tête, se tenaient debout, fiers et dévastés. « Parle, Kofi Mensa », ordonna le chef au teint fluo, sa voix résonnant avec l'autorité de la terre. « Tes yeux sont-ils éteints ou ton cœur est-il simplement noir ?» Le vieil homme leva la tête. Le masque était tombé. Il ne chercha pas à feindre la cécité cette fois. Ses yeux balayèrent la foule avec une lucidité effrayante. « Le monde est plein de ténèbres, au teint fluo, » répondit-il d'une voix qui n'avait plus rien de chevrotant. « J'ai simplement créé la mienne pour y vivre en paix. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'en avais le pouvoir. » Un cri d'indignation s'éleva de la foule. Kwam fit un pas en avant, mais les gardes du chef posèrent leurs lances en travers de son chemin. « Il l'avoue » hurla Kwam. Il avoue avoir utilisé notre pitié comme un manteau pour ses crimes. Il a volé l'âme de nos enfants sous le toit que nous l'aidions à entretenir. Essie, tenant Amaya serrée contre elle à quelques mètres de là, fixa le vieil homme. « Regarde-les, Mensa » cria-t-elle. « Regarde les enfants que tu as brisés.
Tu voyais leur innocence, n'est-ce pas? Tu voyais leurs larmes et tu as continué. Mensa ne répondit pas, mais son regard s'attarda un instant sur Amaya, un éclair de satisfaction maléfique passant dans ses pupilles avant qu'il ne baisse les yeux. C'est alors que Lamine, le neveu influent, s'avança dans le cercle de sable. Son costume italien jurait avec la poussière du lieu, mais son attitude était celle d'un homme habitué à dompter les crises. Derrière lui, 2 avocats en chemise blanche impeccable tenaient des mallettes de cuir. Nana au teint fluo, sages anciens de Niam Krom, commença Lamine en s'inclinant avec une déférence calculée. La honte qui pèse sur ma famille ce soir est plus lourde que toutes les pierres de ce village. Nous ne cherchons pas à excuser l'inexcusable. L'homme que vous voyez là n'est plus mon oncle, il est une tache sur notre lignée. Il fit une pause, laissant ses paroles infuser dans l'esprit des villageois. Mais, reprit-il, que gagnera Niam Krom à l'envoyer mourir dans une prison surpeuplée à Accra? Le scandale fera la une des journaux. Les investisseurs qui ont fait de ce village un modèle de modernité fuiront. Le nom de vos filles sera traîné dans la boue des médias sociaux. Voulez-vous que le monde entier se souvienne de Niam Krom comme du village des enfants abusés? Le murmure de la foule changea de ton. La peur de la réputation, cette monnaie si forte en Afrique, commençait à peser. Lamine fit signe à ses assistants. Ils ouvrirent les mallettes. Ma famille s'engage à prendre en charge l'intégralité des soins de chaque enfant touché. Nous financerons la création d'un centre de traumatologie moderne ici même, à Niam Krom. Chaque victime recevra une bourse d'études complète pour les meilleures universités privées du pays ou de l'étranger. Nous paierons une amende coutumière de plusieurs millions de cédis au conseil du village pour purifier cette terre. Il se tourna vers Kwam et les autres pères. En échange, nous demandons une chose, que Kofi Mensa ne soit pas remis à la gendarmerie. Qu'il reste ici, sous votre surveillance, mais dans l'isolement total. Il sera mort pour le monde, mais sans le bruit d'un procès qui détruirait l'avenir de vos filles par le regard des autres. Le silence qui suivit fut étouffant. Kwam tremblait de rage contenue. Et si serrait Amaya si fort que l'enfant eut du mal à respirer. La tension entre le désir de vengeance pure, voir le monstre derrière les barreaux, et la protection pragmatique de l'avenir des enfants créait une faille dans le cœur du village. Le chef au teint fluo se retira quelques instants avec les anciens. Lorsqu'il revint, son visage était solennel. « L'argent ne lave pas le sang, ni les larmes, déclara-t-il. Mais la justice doit aussi penser à demain. Kofi Mensa, tu as utilisé tes yeux pour chasser dans l'ombre. Désormais, l'ombre sera ta seule demeure. » Le verdict tomba comme un couperet de pierre. 1. L'exil intérieur, Mensa serait confiné dans sa maison. Il n'aurait plus le droit de franchir son portail. 2. Le silence de mort, aucun habitant de Niam Krom ne devait plus jamais lui adresser la parole. Il devenait une ombre vivante. 3. La réparation, la famille devait verser les fonds promis immédiatement. Si un seul centime manquait, il serait livré à la foule. 4. La surveillance, les jeunes du village montraient la garde devant sa porte jour et nuit, pour s'assurer que personne n'entre et qu'il ne sorte jamais. Alors que les avocats de Lamine faisaient signer les documents, Kwam s'approcha de Lamine. « Tu crois que ton argent peut effacer ce qu'il a fait ?» cracha Kwam. Lamine le regarda avec une tristesse feinte ou réelle, nul ne le savait. « Non, Kwam. Mon argent achète le silence. C'est tout ce que je peux offrir à ces enfants, un monde où ils n'auront pas à raconter leur douleur devant un juge étranger. » Amaya regarda son grand-père une dernière fois alors que les gardes le relevaient pour le ramener vers sa prison dorée. Mensa semblait soudain vieilli de 20 ans. Non pas par la culpabilité, mais par la réalisation que son jeu était fini. Il n'était plus le prédateur craint, il n'était plus la victime plainte. Il était un déchet que l'on cachait sous le tapis de la modernité. Le cortège se dispersa. Les voitures noires s'enfuirent vers la capitale. Niam Krom retrouva son calme, mais sous la lumière bleue des lampadaires solaires, une cicatrice indélébile venait de barrer l'âme du village. Le lendemain du jugement, le village de Niam Krom se réveilla avec une étrange gueule de bois. Le soleil se leva, frappant les façades de verre et d'acier des villas, mais l'éclat semblait artificiel. Au centre du village, la demeure de Kofi Mensa était devenue une zone morte. Sur ordre du conseil, une clôture de fils de fer barbelé, discrète mais infranchissable, avait été ajoutée au sommet du mur d'enceinte ocre. Mais la véritable barrière était humaine. 2 jeunes hommes du village, payés par le fonds de réparation de la famille de Mensa, étaient postés devant la grille, leurs visages fermés, leurs regards fuyant quiconque s'approchait. Kofi Mensa était vivant, mais pour Niam Krom, il n'existait plus. Il était devenu un ghost citizen, un citoyen fantôme. Les mois passèrent. La vie reprit son cours en apparence.
Les enfants retournèrent à l'école, leurs cartables colorés rebondissant sur leur dos. Mais un changement subtil s'était opéré. Désormais, lorsqu'un groupe d'enfants passait devant la maison du vieux, ils ne couraient plus, ils ne riaient plus. Ils traversaient la rue pour marcher sur le trottoir d'en face, en silence, comme si l'air autour de la propriété était empoisonné. À l'intérieur de la maison, Mensa vivait dans une stagnation putride. Sa famille envoyait chaque semaine une livraison de vivres, des caisses de nourriture fine, des bouteilles d'eau minérale, des médicaments. Les gardes déposaient les cartons devant la porte, frappaient 2 coups secs, et s'éloignaient immédiatement. Mensa ouvrait la porte, récupérait ses provisions sous le regard de Pierre des sentinelles. Il essayait parfois de parler. « Il va pleuvoir aujourd'hui, n'est-ce pas ?» lançait-il d'une voix qui s'éraillait faute d'usage. Le garde ne sciait pas. Pas un regard. Pas un souffle. Mensa n'était qu'un courant d'air. Il rentrait chez lui, refermait les verrous, et se retrouvait face à ses propres démons dans la pénombre des rideaux de velours. Dans la villa de Kwame Essi, la guérison était un chemin de ronces. Grâce au fonds de la famille Mensa, Amaya voyait chaque semaine une thérapeute venue d'Accra, une femme douce qui l'aidait à mettre des mots sur l'innommable. Amaya grandissait. En 2019, elle n'était plus la petite fille aux nattes sautillantes. Elle était devenue une adolescente sérieuse, portée par une ambition froide. Elle utilisait les bourses d'études pour s'immerger dans les livres. Elle ne voulait plus jamais être une proie. Un soir de 2020, alors que l'harmattan soufflait sa poussière ocre sur le village, Amaya se tint sur le balcon de sa chambre. Elle regarda vers le centre du village. La maison de Mensa était la seule à ne pas briller sous les lampadaires solaires. Elle ressemblait à une dent carriée dans une bouche parfaite. « Tu es toujours là, monstre » murmura-t-elle. Elle ne ressentait plus de peur. Juste un mépris glacial. Elle avait réalisé que la pire des prisons n'était pas celle avec des murs de béton, mais celle où l'on est condamné à être le seul spectateur de sa propre déchéance. L'année 2021 fut celle de la décomposition finale. La famille de Mensa, lassée par la honte et les traites financières incessantes, commença à espacer les livraisons. L'influence de la mine s'était effritée après un scandale politique à la capitale, et l'oncle aveugle était devenu un fardeau inutile. Dans le village, on racontait que Mensa avait fini par perdre réellement la vue, ou que son esprit s'était égaré. Parfois, la nuit, on entendait des hurlements s'échapper de la vieille bâtisse. C'étaient des cris de rage, des appels au secours, des supplications adressées à des fantômes. Les habitants montaient le son de leur téléviseur à écran plat pour ne pas entendre. On n'aide pas une ombre. Un jour, le jardinier qui taillait les haies de la villa voisine rapporta avoir vu Mensa à travers une fente du portail. Il décrivit un homme squelettique, les cheveux blancs en bataille, vêtu de haillons de soie qui tombaient en lambeaux. Le prédateur était devenu une carcasse. En 2022, par une matinée de brume épaisse, les gardes remarquèrent que les 3 derniers colis de nourriture n'avaient pas été récupérés. Ils gisaient sur le perron, attaqués par les fourmis et la moisissure. Une odeur douceâtre et écœurante commençait à filtrer à travers les volets clos. Le chef Otinfuo fut prévenu. Il arriva sur les lieux avec Kwame, qui était devenu un notable respecté du conseil. On n'appela pas la gendarmerie. On fit sauter le verrou de la grille. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la maison, ils furent frappés par l'obscurité. Mensa n'avait jamais allumé les lumières modernes installées par ses neveux. Il était resté fidèle à sa pénombre. Ils le trouvèrent dans son fauteuil intérieur, celui-là même où il recevait les enfants. Il était mort depuis plusieurs jours. Ses yeux qui avaient tant simulé la nuit pour mieux chasser, étaient grands ouverts, fixés sur le plafond avec une expression de terreur absolue. Il n'y avait personne pour pleurer. Pas de famille, pas d'amis, pas de communauté. Juste le silence qu'il avait lui-même construit autour de son crime. Le chef Otinfuo regarda le corps, puis se tourna vers Kwame. « C'est fini », dit le chef. « Ce n'est jamais vraiment fini, Nana », répondit Kwame en pensant à Maya et aux autres filles. Mais au moins, la terre peut commencer à digérer ce poison. La famille de Mensa envoya un corbillard discret au milieu de la nuit pour emporter la dépouille. Il n'y eut pas de funérailles grandioses sous le baobab. Pas de chants, pas de tambours. Il fut enterré dans un cimetière anonyme loin de Niamkrom. Quelques mois plus tard, la maison coloniale fut rasée. Le conseil décida que rien ne devait être construit à cet endroit. On y planta un parc public, un espace de jeu pour les enfants, baigné de lumière 24 heures sur 24 par des projecteurs solaires surpuissants. Aujourd'hui, Amaya est à l'université, étudiant le droit pour protéger les vulnérables. Elle revient parfois à Niamkrom. Elle marche dans le parc, là où se trouvait autrefois la maison de l'ombre. Elle regarde les enfants courir en toute sécurité sous le soleil ghanéen.
Elle sait que le mal peut se cacher derrière le masque de la faiblesse, mais elle sait aussi que le silence est le seul linceul que méritent les monstres. Niam Krom reste beau, moderne et fier, portant ses cicatrices comme des rappels que la lumière ne doit jamais cesser de briller, surtout dans les coins les plus sombres du cœur humain. 6 mois après la mort solitaire de Kofi Mensah, un dernier acte de drame secoua le village. La famille de Mensah, représentée par Lamine, tenta de récupérer le terrain où la maison coloniale avait été rasée. Ils voulaient y construire un complexe d'appartements de luxe pour effacer la trace du crime par le profit. Mais Niam Krom n'était plus le même village qu'en 2018. La modernité n'était plus seulement dans les murs, elle était entrée dans les esprits. Kwame, devenu le porte-parole des familles, se présenta devant le conseil avec une liasse de documents. « L'argent de votre famille a acheté le silence, Lamine, mais il n'a pas acheté notre terre », déclara-t-il fermement. Ce terrain appartient désormais à la communauté, à titre de réparation perpétuelle. Le procès fut bref. La justice, autrefois influençable, trancha en faveur du village. La famille Mensah, humiliée une dernière fois, quitta définitivement la région, emportant avec elle ses voitures noires et son influence toxique. À l'emplacement exact où se trouvait la chambre obscure du vieillard, on ne bâtit rien. On laissa la nature reprendre ses droits, mais d'une manière dirigée. On y planta des fleurs de jasmin et de l'hibiscus blanc, symbole de pureté et de renouveau. Au centre de ce jardin, Kwame fit ériger une stèle de verre dépoli, une structure moderne et minimaliste. Sur cette stèle, aucun nom de coupable n'était gravé. On y lisait simplement une phrase, en anglais et en twi. Ici, la lumière a vaincu l'ombre. Plus jamais dans le silence. Ce monument devint le point de ralliement des mères du village. Elles ne venaient pas pour pleurer, mais pour s'assurer que l'histoire soit racontée à chaque nouvelle génération. Le tabou était brisé. La honte avait changé de camp. En décembre 2022, pour la fête des moissons, Amaya revint au village. Elle n'était plus la victime tremblante, mais une jeune femme de 17 ans, élégante dans un tailleur moderne aux motifs traditionnels. Elle s'assit sur un banc, juste en face de l'endroit où se trouvait autrefois le manguier de Mensah. Elle vit une petite fille porter un plateau de nourriture vers la maison d'une vieille dame voisine. Amaya sentit une pointe au cœur, un vieux réflexe de peur. Mais elle vit aussi que la mère de la petite fille se tenait sur le pas de la porte, surveillant le trajet du regard, et que la vieille dame accueillait l'enfant sous la véranda, en pleine lumière, les portes et fenêtres grandes ouvertes. La vigilance était devenue la nouvelle tradition de Niam Krom. Amaya sortit son téléphone et prit une photo du coucher de soleil qui enflammait les toits futuristes du village. Elle envoya un message à sa mère, « Je suis en paix. Le monstre est mort, mais nous sommes vraiment nés. » Le vent de l'harmattan souffla une dernière fois sur les débris invisibles du passé. Les derniers souvenirs de la canne d'ébène et des yeux laiteux s'évaporèrent dans l'air purifié. Niam Krom brillait de 1000 feux sous le ciel étoilé du Ghana, non plus comme un décor de vitrine, mais comme une forteresse de vérité. La maison de l'aveugle n'était plus qu'une légende sombre que les anciens racontaient pour protéger les petits. Et dans le silence de la nuit, on n'entendait plus que le rire des enfants, un rire qui ne s'arrêtait plus jamais aux portes closes.